Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis le docteur ingénieur Paul Salomon Goyekam et je vais vous entretenir maintenant sur les propriétés et les opérations que l'on peut effectuer sur les torseurs. Rappelons que le torseur est la donnée de deux vecteurs dont l'un est libre, appelé la distance du torseur, et l'autre est lié. Les deux vecteurs vérifiant la propriété fondamentale des torseurs. Comme l'avons suivi la dernière fois, le torseur peut être noté de trois manières différentes. La notation vectorielle, où le torseur est présenté sous forme d'une matrice unicolonne, dont les valeurs sont les vecteurs R et moment en P. Puis la notation scalaire ou notation pluquérienne, où le torseur est présenté avec ces six composantes qui sont en réalité les composantes respectives de la résultante et du moment en un point P. Ensuite, nous avons vu la troisième et dernière notation qui est la notation duale qui fait intervenir un nombre dual epsilon, dit nombre dual absorbant, dont les puissances supérieures à 1 sont nulles. Au terme donc de cette leçon, vous serez capable d'énoncer correctement les propriétés des torseurs, mais aussi d'effectuer des opérations sur tout genre de torseurs. La première propriété des torseurs que nous allons présenter est l'équiprojectivité des moments. Ça veut dire que le moment en un point P quelconque de l'espace et le moment en un point Q quelconque de l'espace, si ces deux moments sont projetés sur l'axe qui relie les deux points de l'espace P et Q, ils donnent la même valeur. Donc, soit on montre l'équiprojectivité du champ des moments d'un torseur quelconque, à savoir, quel que soit le point P et Q de l'espace affine, moment du torseur au point P, projeté sur PQ, donc sur la droite PQ, donne la même valeur que le moment du torseur en Q, projeté sur PQ. En effet, la formule fondamentale de moment nous permet bien d'écrire que le moment en P est égal au moment en Q, tout le produit vectoriel PQ et R, elle étant la résultante du torseur. Si maintenant on fait la projection dans le produit scalaire de ce moment à PQ, dans les deux membres de l'égalité précédente, on fait le produit scalaire avec le vecteur PQ, le moment en Q, plus PQ vectoriel R, le tout scalaire PQ. On aura donc membre de droite, moment en Q, scalaire PQ, plus PQ vectoriel R, le tout scalaire PQ. Ceci donne bien évidemment moment en Q, scalaire PQ, plus un produit mixte qui est invariant par permutation circulaire des vecteurs. Donc nous aurons ici PQ, vecteur, PQ, vecteur, PQ. Or, si nous avons un produit mixte, dont deux vecteurs sont collinéaires et même identiques, ce produit mixte va donc nous donner 0. Et nous restera moment en P, scalaire PQ, égale moment en Q, scalaire PQ. Donc, on voit bien que le champ des moments d'un torseur est équiprojectif. Et on
montre, ça ne va pas le montrer, mais c'est possible de montrer, que tout champ équiprojectif est un champ des moments d'un torseur. Et un cas assez pratique où on peut utiliser ce résultat. Et un bon exemple sur lequel nous allons faire le développement, c'est le champ de vitesse d'un solide. Notons que le champ de vitesse d'un solide, nous allons parler des solides indéformables, qui sont caractérisés par le fait que, pour tout point A et B du solide S, la distance est constante. Et cette distance sera souvent notée par nombre de AB est constante. Et nous allons considérer que lorsque la distance est constante, eh bien, le carré de la distance est constante. Donc nous allons exploiter le fait que pour les deux points A et B du solide, la distance au carré de AB, qui est la norme au carré du vecteur AB, est constante. Or, cette norme au carré constante est encore égale au vecteur AB scalaire, le même vecteur AB. Si ce produit scalaire est constant, ça veut dire que, du point de vue mathématique, sa dérivée par rapport au temps, par exemple, est nulle. Or, la dérivée de AB, scalaire AB par rapport au temps est égale à dérivée de AB, le tout scalaire AB, plus AB scalaire dérivée de AB. Donc, ceci nous donne directement 2 fois AB scalaire dérivé par rapport au temps de AB. Donc, ce vecteur est nul. En d'autres termes, ceci signifie que AB, ce scalaire est nul. Ce qui signifie que AB, scalaire dérivé par rapport au temps de AB, que je vais présenter à l'aide de la relation de Charles sous la forme AO plus OB, est nul. Nous en déduisons AB scalaire dérivé par rapport au temps de OB moins dérivé par rapport au temps de OA, puisque OA est égal à moins AO est égal à 0. Soit encore AB scalaire. Ici, nous reconnaissons la dérivée par rapport au temps de la position de B, donc qui nous donne la vitesse de B, moins la dérivée de la position de A qui nous donne la vitesse de A. Il vient donc AB scalaire vitesse de B moins AB scalaire vitesse de A égale à 0. Et en envoyant AB scalaire vitesse de A de côté gauche, on a donc AB fois vitesse de A est égal à AB fois vitesse de B. Nous venons donc de démontrer que le champ de vitesse d'un solide est un champ équiprojectif. Le champ de vitesse d'un solide étant donc équiprojectif, il représente le champ des moments d'un torseur. Le seul problème qui nous reste est de préciser la résultante de ce torseur, ce qui sera fait dans une leçon ultérieure. Le seul problème sera de déterminer la résultante de ce torseur. Bien, autre propriété, c'est la somme de deux torseurs. Évidemment, si l'on considère le torseur T1, d'éléments de réduction en P, R1 et M1, le torseur T2, d'éléments de réduction R2 et M2 en P, alors la somme des deux torseurs, et ça on peut le faire à l'aide de la notation duale, donc T1 c'est R1 plus epsilon moment 1 en P, T2 c'est R2 plus epsilon moment 2 en P,
Et la somme de 2 va nous donner R1 plus R2 comme partie réelle, plus epsilon. Et la partie duale sera moment 1 en P, plus moment 2 en P, plus epsilon carré, moment 1, scalaire, moment 2, qui s'annule, puisque epsilon carré est égal à 0. Et on reconnaît ici, donc, un résultant R et le moment résultant en P du torseur somme. Donc, la somme des deux torseurs nous donne bien T1 plus T2 égale à R1 plus R2 comme résultante et moment 1 en P plus moment 2 en P comme moment du torseur. La troisième propriété que nous allons présenter, c'est l'égalité de deux torseurs. On va le résoudre comme on l'a fait avec les nombres complexes en utilisant la propriété d'epsilon. Donc nous avons le torseur 1, R1 plus epsilon moment 1, égale torseur 2, R2 plus epsilon moment 1. On passe au tour du côté gauche, on a R1 plus R2, le tout plus epsilon moment 1 moins moment 2. Pour que tout ceci soit égal à 0 plus epsilon 0. Donc vecteur nul plus epsilon vecteur nul. Bon, évidemment, ceci nous conduit aux égalités R1 moins R2 égale au vecteur nul. Et moment 1 moins moment 2 égale au vecteur nul. Pour l'on tire R1 égale à R2. Et moment 1 en P égale moment 2 en P. Condition pour que deux torseurs R, T1 et T2 soient égaux. Vous l'avez vu dans les développements, que toute opération à effectuer avec les torseurs nécessite que les torseurs soient tous écrits ou bien soient tous réduits au même point P. Donc le point P peut être le point A, B, C ou D. Et à la même base vectorielle B, notamment si l'on veut utiliser les coordonnées pluquériennes du torseur. Nous allons passer aux opérations effectuées sur les torseurs. La première opération que nous avons déjà vue, c'est l'addition, qui est en fait une propriété. Et une bonne application de l'addition des torseurs en mécanique, c'est de déterminer le torseur des vitesses des solides montés en cascade. Donc si nous avons ici, par rapport à un solide 0, peut-être un bras articulé, OA, AB, ceci étant le solide 1 dans le solide 2, eh bien, la vitesse de B par rapport à O est la somme de la vitesse de B par rapport à A plus la vitesse de A par rapport à O. Donc, on parle des solides qui sont montés en cascade. Deuxième opération, c'est la multiplication d'un torseur par un scalaire. La loi est très simple. Si vous utilisez la notation duale, donc on a K qui multiplie R plus epsilon moment va nous donner K fois R plus epsilon K fois moment. Donc la multiplication d'un torseur par un scalaire va nous donner un torseur dont la résultante est multipliée par ce scalaire et le moment multiplié par ce scalaire. La propriété est là. Une bonne application, vous savez qu'une multiplication, c'est une addition des termes identiques. Donc l'exemple de tout à l'heure, des solides montant en cascade, c'est lorsque le mouvement des solides, le mouvement relatif des solides, l'un par rapport à l'autre, le plus proche, est identique. Très bien. Troisième opération, c'est le produit scalaire de deux torseurs. Donc, on prend le torseur 1, le torseur 2, on fait le produit scalaire. Et il va nous donner R1 scalaire R2 plus R1 scalaire epsilon M2 qui est ici, plus R2 scalaire epsilon M1 qui est ici, plus epsilon M1 scalaire epsilon M2 qui donne epsilon carré M1 scalaire M2. Et comme nous l'avons vu, epsilon carré étant égal à 0, le terme qui est là
disparaît. Donc le produit scalaire des deux torseurs nous donne bien un scalaire dual dont la partie réelle est le produit scalaire des deux résultantes. Et la partie duale, qui est là, porte un nom particulier, le comoment des deux torseurs. Pour les torseurs T1 et T2, le noté C1 et 2. Ou encore comme, pour dire comoment de T1 et T2, il est donné par le produit, la somme du produit de la résultante de l'un avec le moment de l'autre. Ce comoment aussi noté T1 étoile T2, qu'on appelle produit torsoriel des deux torseurs, ou encore tout simplement produit des deux torseurs. Ce comoment est un invariant scalaire. Soit donc à montrer que le comoment des deux torseurs est un invariant scalaire. C'est-à-dire, quel que soit le point A et B choisi dans l'espace, le comoment, lorsque les torseurs sont réduits en A, est égal au comoment lorsque les deux torseurs sont réduits en B. Notons que le torseur T1 a comme élément de réduction la résultante 1 et le moment 1. Par exemple, en A. Mais le même torseur peut encore s'écrire T1, donc là c'est le torseur réduit en A, torseur réduit en B, égal à R1 plus epsilon, moment 1 en B. Le torseur T2 réduit en A aura la même résultante, non, aura une résultante R2, pardon, plus epsilon, moment 2 en A. Et ce torseur T2 réduit en B aura pour le moment de réduction la même résultante R2 plus epsilon, moment 2 en B. Donc, nous calculons le comoment en utilisant les torseurs réduits en A. Il est égal à R1 scalaire moment 2 en A plus R2 scalaire moment 1 en A. Très bien. Or, nous savons que le moment 2 en A, c'est le moment 2 en B, plus AB vectoriel, la résultante 2. Tout comme le moment 1 en A, c'est le moment 1 en B, plus AB vectoriel R1. Développons donc ce produit. Nous avons ici R1 scalaire moment 2 en B plus R1 scalaire AB vectoriel R2. Ensuite, nous avons plus R2 scalaire moment 1 en B plus R2 scalaire AB vectoriel R1. Ceci nous donne les deux produits scalaires simples là qui nous donnent R1 scalaire moment 2 en B plus R2 scalaire moment 1 en B. Puis nous avons
les deux produits mixtes qui sont là. Et R1 donc, scalaire A, B vectoriel R2, plus R2 scalaire AB vectoriel R1. Le premier terme ne change pas. C'est R1 scalaire moment 2 en B plus R2 scalaire moment 1 en B. Le terme qui est ici nous donne le produit mixte R1 AB R2. Le dernier terme nous donne le produit mixte R2 AB R1. Et nous constatons ici que ce dernier produit mixte, en fait, est obtenu à partir de celui-ci par permutation des vecteurs R1 et R2, mais pas de manière circulaire. Ça fait donc que ce produit mixte qui est ici va nous donner moins R1 AB R2, donc moins ce produit mixte. Et selon l'addition des deux derniers termes qui va nous donner 0, donc on va tirer C12 en A égale R1 scalaire moment 2 en B plus R2 scalaire moment 1 en B, ce qui est le commomement des torseurs, ce qui est le commomment des torseurs 1 et 2, commomment des torseurs 1 et 2 au point B. On dit donc que le commomment en A est égal au commomment en B, quel que soit A et B. Maintenant, à l'espace affine. Ainsi, on conclut que le commomment de deux torseurs est bien un invariant scalaire. Le commomment au produit torsoriel de deux torseurs trouve son application dans la partie énergétique, notamment en considérant l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique avait été présentée pour un point comme le produit 1 demi de mv carré, qu'on peut encore écrire 1 demi de mv scalaire v. Eh bien, ce produit 1 demi mv scalaire v, sous sa forme la plus générale, donnera 1 demi. On reconnaîtrait ici la quantité de mouvement mp et là la vitesse. On aura dans le produit torsoriel du torseur des quantités de mouvement qui va être représenté par la lettre P, avec le torseur de vitesse qui sera représenté par la lettre V. Ainsi, l'énergie cinétique sera 1 demi du produit torsoriel du torseur des quantités de mouvement P avec le torseur de vitesse. Une autre application du produit torsoriel, c'est la puissance des forces extérieures, la puissance P. On a le souvenir que la puissance P s'exprime aussi sous la forme du produit scalaire de la force par la vitesse. Eh bien, sous la forme la plus générale, la puissance des forces extérieures sera le commomment au produit torsoriel du torseur des forces appliquées qui sera représenté par la lettre grand F, enfin le torseur des vitesses grand V. Et ainsi donc, la puissance des forces extérieures sera représentée par le produit torsoriel F fois V. Maintenant, nous allons introduire la notion de différentiel d'un torseur. Aussi simplement que l'on aurait pu avoir à calculer la différentielle d'un nombre complexe. Donc, si le torseur se met sous la forme R plus epsilon m, alors l'opérateur différentiel peut être distribué par rapport à l'addition. Donc, on aura différentiel de R
plus epsilon m égale à différentiel de R, plus epsilon différentiel du moment. Et la différenciation d'un torseur trouve son application en mécanique dans la deuxième loi de Newton, qui, pour un point matériel, s'énonçait la forme suivante: la dérivée dans un référentiel galiléen par rapport au temps de la quantité de mouvement de la particule est égale à la résultante de force extérieure. Dans la forme la plus générale, on aura la dérivée par rapport au temps du torseur de quantité de mouvement qui serait égale au torseur des actions extérieures. On a la dérivée dans un référentiel galiléen du torseur de quantité de mouvement est égal au torseur des actions extérieures. Maintenant, parlons du carré d'un torseur. Évidemment, le carré d'un torseur, c'est le produit scalaire du torseur par lui-même. Et avec la même propriété epsilon carré égale à 0, on a le carré du torseur qui nous donne R carré plus epsilon 2Rm. Et là, à la place du comouvement, on a le produit R scalaire M qui prend une importance capitale pour le torseur. Il sera appelé automoment du torseur. Notez haute de T, qui est encore égal à 1 demi de T, produit torseur de T par T lui-même, donc R scalaire M. Et c'est cet automoment qui servira à définir les types de torseurs. À ce moment, nous avons le plaisir de vous remercier pour votre attention par rapport aux propriétés que nous avons définies sur les torseurs, aux opérations qui peuvent être effectuées par les torseurs. Nous faisons une pause. À la suite du prochain cours, nous allons parler de la typologie, donc les différents types de torseurs, et des éléments centraux des torseurs. Je vous remercie.